De retour dans votre émission Angle de vue en compagnie de Guy-Albert Ruffin-Duhamel. Guy-Albert Ruffin-Duhamel, on a parlé en seconde partie de vos actions en matière de santé publique, mais vous êtes aussi titulaire d'un diplôme d'État en ingénierie sociale, c'est votre formation première, puis vous êtes ensuite tourné vers la santé publique. L'ingénierie sociale, qu'est-ce que cela recoupe exactement? Et puis, quelles ont été vos activités en tant qu'ingénieur social? Oui, en fait, l'ingénierie sociale, si vous voulez, c'est l'expertise des politiques publiques. C'est-à-dire l'expertise qu'on a sur qu'est-ce qu'on fait de la cité, qu'est-ce qu'on fait de la société dans laquelle on est. Et puis, c'est l'expertise des politiques sociales qu'on y pose, cet accès aux droits et comment les gens peuvent vivre ensemble dans un vrai pacte de république, un pacte de citoyenneté, un pacte démocratique, mais aussi un pacte d'avoir ses besoins fondamentaux et voire même d'autres besoins réalisés. Donc, si vous voulez, c'est aussi les évaluer, les faire naître, les faire rendre gorge quelquefois. Il faut aussi avoir ça. Donc, c'est vraiment toute cette étude qui relève des sciences de l'ingénieur. Hein. C'est quand même avec une méthode très particulière qui permet d'avoir un regard critique, mais aussi un regard de progrès, un regard également de changement positif, constructif, sur qu'est-ce qu'on met dans le pacte de société et comment cette société, on l'organise et pour qu'elle puisse être une société bien traitante, une société où les gens ont envie d'y être. Alors, concrètement, vous, en tant qu'ingénieur social, quelles actions quelles ont été vos activités sur cette casquette-là? Oui, c'est-à-dire qu'il faut voir que l'ingénierie sociale, je la vis beaucoup dans le monde de la recherche, en fait. Donc c'est dans le champ de la recherche. Beaucoup des études que vous menez sur des sujets. Des études, de l'analyse aussi, beaucoup d'analyse, de recherche, donc je suis vraiment très très curieux. Et puis je travaille sur les pathologies sociales dans nos sociétés. Vous savez qu'il y a un endémisme de nos pathologies sociales, qui sont des sociétés qui ne sont pas cicatrisées, qui ont de vrais passifs, des passifs décoloniaux, hein, des besoins de décolonialité, et qui transportent avec toutes ces questions, je veux dire quand même un certain nombre de phénomènes. Et parmi ces phénomènes, on note la criminalité aussi, on note également le malaise social et cette crise sociale permanente. On semble avoir uniquement, malheureusement, quand elle est symptomatique. Mais ce n'est pas parce qu'elle n'est pas symptomatique qu'elle n'existe pas. Je rebondis justement sur vos travaux, puisque vous avez réalisé une étude en 2021 sur les jeunes qui tiennent les barrages, déjà à l'époque du Covid. Quel est exactement l'objectif de cette étude et quelle est votre approche méthodologique ? L'approche méthodologique, c'est la suivante. C'est celle, effectivement, de l'enquête ethnologique, c'est-à-dire qu'il faut être présent, analyser. Il y a aussi, c'est une démarche totalement qualitative. Vous n'allez pas avoir du quantitatif sur ce type de choses-là. Être de l'observation, être aussi dans la recherche de données quand on peut. C'est assez difficile parce que cette étude, au départ, était consacrée à la crise Covid, où j'étais d'ailleurs moi-même membre du conseil scientifique de l'ARS pendant la crise. Mais on a bien vu que ce phénomène d'e-barrage, qui n'était pas à l'époque très enflammé d'ailleurs, s'enflamme davantage maintenant. Donc on a vu que qu'est-ce que vous cherchez à savoir? Qui sont-ils? D'où viennent-ils? Leurs aspirations? C'est ça que vous cherchez à décoder? Non, mais moi, ce que je veux comprendre à travers ça, parce que je ne prends pas uniquement la présence de jeunes dans des barrages, souvent des mineurs, comme étant une présence anecdotique. Moi, je veux savoir qu'est-ce qu'ils font là. Et pourquoi ils sont là. Et surtout, comment on peut les enlever de là. C'est ça la question. Et ça passe par des questionnaires, vous allez à leur rencontre? Pas du tout, pas des questionnaires. Mais vous avez des échanges libres. Je pense qu'il faut arrêter de mettre les gens dans des boîtes, fonctionner, même s'il y a une standardisation, puisque toute étude scientifique doit être reproductible, quand même une standardisation. Mais je pense que c'est une méthode pour le moment qui va se préciser au fil du temps, puisqu'on avance dans ce projet. D'ailleurs, j'ai rendez-vous avec d'autres scientifiques qui s'intéressent aussi à la question de manière beaucoup plus large. C'était déjà de comprendre, de voir déjà ce qui se passe et de repérer des profils types. Bien entendu, il y a un certain nombre de variables qui ont été vues. Mais ce que je peux déjà dire de ce travail de terrain, c'est qu'il y a vraiment besoin de s'en inquiéter. Vous êtes bien reçu? Vous êtes toujours bien reçu, justement, par ces jeunes qui tiennent les barrages? On ne prend pas de risque non plus. On n'est pas non plus casse-cou. L'idée n'est pas non plus d'aller sur les barrages pour y aller. C'est aussi de voir s'il y a de l'information, s'il y a aussi besoin de prendre de la donnée. Et cette donnée, qu'est-ce qu'on va en faire aussi? C'est ça. Parce que je ne suis pas flic, je ne suis pas non plus là pour ça. Je ne suis pas journaliste. Mais moi, ce que je veux, c'est que ça change.
Et ça change si on est capable de transformer tout ça dans un vrai travail social de terrain. C'est-à-dire que l'idée n'est pas de faire du voyeurisme. On n'est pas non plus chez les gens, parce que c'est quand même intime, hein, quand même, d'être sur un barrage. On est aussi là pour porter des solutions, justement par l'ingénierie sociale, qu'il y ait des politiques d'insertion et de réinsertion, de probation. Mais il y en a déjà pas mal, des politiques d'insertion. Sont-elles adaptées? Oui. Non, c'est toute la question, parce que quand vous parlez de politique, on n'est pas dans le mimétisme de politique, je ne suis pas non plus dans le copier-coller, hein. Je ne pense pas qu'il faille réfléchir comme ça, qu'il y ait une loi générique sur l'insertion et qu'on copie-colle à distance de quelques kilomètres et quelques océans. Je crois qu'à un moment, on se rapproche des gens, on essaie de comprendre ce qu'ils disent, et puis quand bien même ils existeraient, accèdent-ils à leurs droits? Je ne suis pas certain. Donc il existe beaucoup de droits en effet, mais combien de personnes accèdent réellement aux droits? Et c'est toute la question, c'est pas moi qui le dis d'ailleurs, c'est le défenseur des droits lui-même qui s'en interroge. Il est même très ému quand il dit qu'ici, dans les territoires d'outre-mer, et a fortiori la Martinique, eh ben, on n'accède pas aux droits, non? Tout à fait. Et effectivement, le Secours catholique vient de publier un rapport sur l'état de la pauvreté en France. Et ce rapport alerte sur la dégradation des conditions de vie des plus pauvres, et notamment sur leur capacité à accéder au levier de la solidarité, parce que les accès à ces aides sont de plus en plus compliqués, les critères sont de plus en plus restreints, et puis le fait que désormais beaucoup de demandes se fassent par Internet, cette question de l'électronisme. Vous êtes au contact, vous, de ces publics les plus précaires. Est-ce qu'effectivement, vous constatez que ces personnes sont de plus en plus isolées et n'arrivent pas à accéder Ces personnes sont exclues. Il faut employer les bons mots. Ce sont des gens qui sont exclus, qui sont invisibilisés, c'est-à-dire qu'ils sont totalement rendus invisibles. Je veux le dire avec une certaine passion, parce que je pense qu'il faut respecter tout le monde. C'est-à-dire qu'on est très prompt au jugement, c'est-à-dire que très bon, on voit des gens, etc., ce sont des voyous, ce sont des malfrats, etc. C'est pas vrai du tout. Vous savez que la société fonctionne avec des écosystèmes. Quand vous mettez un écosystème comme ça, social, où les gens sont dans la précarité, sont dans la pauvreté, sont également dans l'absence totale d'éducation, en échec scolaire, illettrés, alors tous les problèmes d'électronisme, et que tout ce qu'il faut faire se passe par un canal qu'ils n'ont pas. Et personne ne les aide concrètement. Et on leur dit, mais oui, mais ça existe, ça existe. Ils savent peut-être que ça existe, mais ils n'y accèdent pas. Et quand ils cassent tout, ben, on dit voilà, que ce sont des voyous. Je crois qu'à un moment, il faut vraiment comprendre que cette société, si elle ne change pas en matière de politique publique d'accès aux droits, on est non seulement sous une bombe, mais on est surtout dans un chaos. Et c'est ce qu'on vit aujourd'hui. On entend aussi parfois, souvent même dire qu'en Martinique, il faut mettre fin, je cite, à l'assistanat. Trop de personnes qui profiteraient d'aide plutôt que d'aller travailler. Trop de personnes, on dit on les prend pas assez en main alors qu'il y a des dispositifs présents, mais que parfois ces personnes-là ne vont pas vers ces dispositifs parce qu'ils préfèrent faire autre chose. Vous, qu'est-ce que vous répondez à ce discours qui est aussi distillé, répandu dans notre société martiniquaise? Je crois en solidarité. Je crois en la justice sociale et je crois pas en discrimination. Ce mot assistanat, c'est un mot que vous n'aimez pas, vous préférez solidarité. Je pense le mot accompagnement. Ce sont des gens qu'il faut accompagner, des gens qu'il faut appuyer, qu'il faut soutenir. Je parle de soutien familial. Ce mot, il est dit à dessein. Je crois que on ne fait pas exprès d'être pauvre, on ne fait pas exprès d'être dans des situations comme on le voit, etc., d'avoir ce style de compensation et qui génère une économie souterraine honteuse, parce qu'on le voit aussi. Nous n'aurons pas. On est dans un pays où si nous n'agissons pas sur ces personnes-là justement et qu'on leur prive d'assistanat, de minima sociaux, tout ce que vous voulez, eh bien c'est pas grave. Hein. Vous pensez qu'il n'existe pas une économie souterraine de compensation ? Vous avez on l'a déjà un petit peu évoqué pour parler des barrages actuels, de la crise sociale que la Martinique traverse actuellement. Mais bon, on a eu un autre exemple précédent en 2021, en 2009 aussi, crise sociale sans précédent. Comment justement vous voyez cette évolution, c'est-à-dire depuis 2009, 15 ans après, comment vous voyez l'évolution de ces inégalités sociales? Est-ce que ça s'est amélioré? Est-ce que ça s'est creusé encore davantage? Mais ça se creuse. C'est-à-dire que vous n'êtes pas dans une solution où il n'y a pas de solution là. C'est-à-dire qu'on est dans une impasse. On est dans une impasse pourquoi? Parce qu'on ne veut pas changer la méthode.
Alors ça dépend de qui? Selon vous, ça dépend de l'État, ça dépend de la collectivité, ça dépend de nos propres politiques? Alors, je ne cherche pas de responsable. Je pense que c'est une responsabilité commune, collective. Je pense qu'on est tous responsables. Et je crois que je ne suis pas en train de segmenter que soit oui, ça c'est l'État, ça c'est les élus, ça c'est tout. Non, il faut arrêter. C'est plus un discours qui est entendable aujourd'hui. Je pense que si la solution vient forcément, je veux dire, de changements communs, collectifs, et aujourd'hui de créer un vrai consortium qui prennent à bras le corps. Et j'aimerais bien qu'il y ait vraiment un programme, un plan d'action, une stratégie partagée entre justement tous ces acteurs-là, qui nous permettrait peut-être d'avoir une ambition beaucoup plus forte et beaucoup plus réaliste. Mais par contre, qui tiennent compte de ce qu'on ne fait pas, malheureusement, entendre enfin la voix de ceux qui protestent, d'entendre la voix de ces gens-là, parce qu'ils ne sont pas invités, vous voyez bien. Dans vos recherches, vous parlez beaucoup de diagnostic social. Est-ce que c'est une piste qui pourrait justement régler ou mieux gérer justement ces problématiques? Ben oui, je parle du diagnostic social dès qu'on peut repérer quelque chose. Je prenais le cas de l'école. Vous entrez à l'école, ben vous avez toutes sortes d'évaluations, mais à quel moment on vous demande comment ça va à la maison, comment effectivement vous vous en sortez, est-ce que vous avez de quoi manger. Enfin, il n'y a pas de diagnostic social d'entrée, de rentrée. Vous avez effectivement ces plans d'accueil et d'inclusion qui sont ces PAI qu'on a effectivement sur la partie médicale, quand on est en fait asthmatique ou bien il y a autre chose, donc vous remplissez ce PAI, mais qu'il faudrait peut-être qu'il y ait un PAI social aussi. On a peut-être besoin de savoir si cet enfant, comment il vit. On ne va pas poser un diagnostic si on ne sait pas s'il peut rester à la cantine, pas à la cantine. On n'en sait rien. Mais est-ce que c'est réaliste, Guy-Albert Rufin-Duhamel? Est-ce que vraiment on peut mettre justement un ingénieur social ou un éducateur social derrière chaque enfant? Moi, je ne parle pas d'ingénieur social, je parle de travailleur social cette fois-ci. Enfin voilà, est-ce qu'on peut mettre un travailleur social derrière chaque enfant? Il ne faut pas derrière chaque enfant. Je pense qu'on ne met pas non plus des policiers derrière chaque personne non plus. On ne met pas un juge derrière chaque personne. On ne met pas un avocat derrière chaque personne. Et pourquoi on devrait faire des économies sur le travailleur social? Aujourd'hui, vous estimez qu'aujourd'hui, c'est un secteur qui est sacrifié? On peut prendre ça, on peut prendre ça pour tout le monde, hein, l'infirmier, le médecin, tout ce que vous voulez. De par votre casquette d'ingénieur social, vous êtes un observateur, et vous l'avez expliqué, scientifique des mouvements de notre société. Vous êtes également quelqu'un à la parole libre. On voit aujourd'hui, et là je fais référence directement à la crise sociale que l'on connaît, on voit qu'une association issue de la société civile, incarnée par des personnes qui, il y a un an à peine, n'étaient pas du tout connues, qui ont utilisé les réseaux sociaux comme levier d'expression et qui ont réussi à mobiliser une partie de la population dans la rue, qui ont réussi à mettre autour de la table des responsables étatiques, des politiques, des acteurs économiques. Quel regard vous portez sur le phénomène Airprac? Est-ce qu'il faut compter avec ces nouvelles formes d'expression sociale? Oui, ça c'est Pierre-Rose Vallon qui l'explique, c'est la contre-démocratie. Sociétalement parlant, pour un ingénieur social, c'est connu. Intéressant. Vous voyez les écrits de Pierre-Rose Vallon, ouais. Et Pierre-Rose Vallon parle également de la contre-économie, de la représentativité. Donc c'est parmi les travaux sociologiques, anthropologiques et même en sciences politiques, on sait très bien qu'on va assister de plus en plus à cette forme de démocratie, cette nouvelle forme de démocratie. Directe, ça interroge justement avec les réseaux sociaux. Il est quand même temps qu'on y mette vraiment le pied et le droit, peut-être même le cerveau si on peut. Ça je rigole, mais qu'on y aille vers justement les nouvelles formes de démocratie. Que si on ne les inclut pas, elles vont s'inclure et elles vont s'imposer, oui. Et c'est une bonne chose selon vous? Ou est-ce que du coup ça amoindrit aussi les représentations formelles? Moi je ne souhaite pas prendre un mouvement particulier, c'est-à-dire que là vous me parlez d'un mouvement à Martinique, mais je parle de la contre-démocratie de manière beaucoup plus globale. Côté populaire, voilà, je pense qu'il ne faut pas être populiste. Vous savez, je suis un républicain. Je n'ai aucun problème avec, je vais dire, les règles de la République. Je pense qu'il y a quand même besoin de l'ordre public. Je défendrai toujours l'ordre public. Je ne suis pas du côté non plus que tout est permis, etc. Mais je dis que quand il y a des causes qui en valent la peine, quand il y a des gens qui se mobilisent et des gens qui les embrassent et qui les portent, ça fait partie aussi du jeu démocratique. On doit l'accepter, oui.
Merci beaucoup, Guy-Albert Ruffin-Duhamel. On arrive malheureusement déjà au terme de cette émission, mais merci d'avoir accepté cette invitation et d'avoir partagé un peu de votre engagement avec nous. Merci à vous, chers téléspectateurs et chers auditeurs, de nous avoir accompagnés pour cette 9e émission Angle de vue. Cet entretien est bien sûr à retrouver sur les ondes, dans les colonnes de votre quotidien et en ligne sur nos 3 médias via atv.tv, rci.fm et franceanti.fr. Nous vous disons à très vite pour un nouveau portrait.